On se retrouve pour un nouveau numéro de Face à Face que nous allons consacrer à l'entreprise avec le président de l'Union pour l'entreprise dans les Alpes-Maritimes, Philippe Reynaudy. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Face à Face. Je vous le disais il y a quelques secondes, nous allons parler de l'entreprise, du chômage, de l'emploi bien entendu, mais également des grands projets de la mandature de Philippe Reynaudy qui est notre invité, président de l'UPE 06, l'Union pour l'entreprise dans les Alpes-Maritimes. Si je dis que vous êtes le représentant du MEDEF ici, est-ce que ça vous convient ou c'est un petit peu plus compliqué que ça? Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bonsoir d'abord. Alors expliquez-nous quel est votre rôle justement. On va replacer au centre de cette émission évidemment le rôle de l'UPE 06. Vous êtes donc syndicat patronal avec un rôle ultra important ici puisque plus de 66 000 entreprises, si mes chiffres sont bons, sont sur le territoire des Alpes-Maritimes. Vous avez un rôle de fédération entre tous ces entrepreneurs. Expliquez-nous un peu comment fonctionne l'UPE avant qu'on découvre les grands chantiers de votre mandat puisque vous êtes en fonction depuis cet été. Alors, l'UPE 06, c'est l'union entre les deux grandes formations principales patronales nationales que sont le MEDEF et la CGPME qui s'appelle aujourd'hui CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises. Et c'est un cas assez rare en France puisque la plupart des unions pour l'entreprise en France ne concernent en règle générale que le MEDEF. Et là, dans le département des Alpes-Maritimes, on fait partie donc des 7 territoires en France qui réunissent les deux grandes syndicats patronaux. Alors vous nous direz quel intérêt ça a, évidemment on le comprend, celui de travailler ensemble, d'aller dans la même direction. On parlera aussi d'un rapprochement que vous espérez avec l'UPA qui elle est plus spécialisée dans l'artisanat. Mais avant cela j'aimerais qu'on fasse un petit tour du propriétaire, si j'ose dire, des Alpes-Maritimes, parce que je l'ai dit, beaucoup de petites et moyennes entreprises dans notre département, de grands groupes aussi, qui ont une activité très importante dans notre département. Finalement, l'entreprise, ici, c'est le pourvoyeur numéro 1 d'emploi dans notre région. Oui, absolument. Donc l'Union patronale rassemble 34 branches syndicales, donc ça va du BTP aux hôteliers, en passant par l'UIMM, les cafetiers, restaurateurs, etc. Donc il y a 34 branches syndicales et qui représentent à peu près 7500 adhérents. Et il y a à peu près, en plus de ça, 1000 adhérents directs, donc qui sont affiliés à aucune branche et qui rentrent donc à l'Union patronale. Donc ça fait 8500 personnes, 8500 adhérents, ce qui représente 115 000 emplois. Oui, quand même. C'est très important parce que quand on sait que dans les Alpes-Maritimes, il y a 468 000 actifs, si on enlève les 88 000 fonctionnaires, et ça laisse à peu près 370 000 actifs. On en représente 115 000, ça fait un peu plus de 30%. Voilà, et c'est donc une force vive du département. Tiens, d'ailleurs, vous avez regardé, j'imagine, les chiffres du chômage. C'est une préoccupation quand on est président de l'UPE tous les mois de découvrir cette courbe qui, dans les Alpes-Maritimes, est toujours un petit peu différente de celle du national, même si là, on a constaté une augmentation pour le mois de décembre, mais sur l'année, une légère baisse. Le chômage, c'est la préoccupation numéro 1 aussi pour vous quand vous regardez ce qui se passe? Alors, ce n'est pas vraiment le chômage. Nous, ce qui nous importe surtout, c'est l'emploi, c'est de créer de l'emploi. C'est de faciliter les entreprises, de leur permettre de pouvoir employer et embaucher. Et aujourd'hui, on n'est quand même pas dans cette législation-là, c'est-à-dire la législation sur le travail, elle n'a pas été vraiment jusqu'au bout de ce qu'on pouvait espérer. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une préoccupation. Alors, vous l'avez dit, on est dans un cadre législatif plutôt lourd. Aujourd'hui, pour vous, la question essentielle, c'est le coût du travail, toujours. Ces charges qui pèsent, ces normes, ce millefeuille administratif qui bloque un petit peu les entreprises, notamment à l'embauche. Ben, évidemment, il y a ce problème-là. Il y a 3 aspects très importants sur lesquels le patronat et les entrepreneurs, en règle générale, se focalisent. Il faut impérativement qu'on ait une réforme sociale, donc un code du travail qui soit allégé, qu'on ait une réforme fiscale, de manière à ce qu'on ait une législation fiscale qui reste stable et qui ne change pas toutes les années. Toutes les années, on a quand même un plan, on a une nouvelle loi finance, donc il faut quand même qu'on en sorte. Et puis, la simplification. Parce qu'aujourd'hui, on nous a parlé de simplification pendant un quinquennat.
Citez-moi une mesure de simplification, il n'y en a pas eu. Pas le CICE, pas le Non, ce n'est pas des mesures de simplification. pas le compte personnel d'activité, tout Non, ça n'a pas simplifié pour vous? Pas du tout, bien au contraire, on a rajouté. Donc en fait, on nous a parlé de simplification, il n'y en a pas eu. Donc il faut vraiment faire des vraies réformes sur la simplification. Donc 3 grandes réformes à mener, qui sont, c'est vrai, des gros chantiers pour le futur président de la République. Alors, est-ce qu'il y a une particularité azuréenne sur les mesures qu'il faudrait prendre? En gros, la question que je vous pose, c'est comment se portent les entreprises dans notre région? On sait que le tourisme est très important, le BTP aussi, c'est votre d'ailleurs secteur d'origine, hein, puisque vous avez dirigé l'entreprise Tama, et vous la dirigez toujours, d'ailleurs, je dis vous avez, mais vous la dirigez toujours. Aujourd'hui, voilà. Comment vous définiriez le tissu entrepreneurial des Alpes-Maritimes avec ses particularités et ses besoins? Bon, aujourd'hui, c'est effectivement des PME, des TPE, essentiellement, qui représentent le tissu Petites local. et moyennes entreprises et très petites entreprises. Et très petites entreprises. Donc, d'abord, une chose importante, il faut savoir que le MEDEF, parce qu'on parle toujours du MEDEF en disant le MEDEF c'est le CAC 40, il faut savoir que le MEDEF c'est 750 000 adhérents et que sur ces 750 000, il y a plus de 80% qui ont moins de 54 salariés. Donc il faut qu'on arrête de penser que le MEDEF c'est le CAC 40. Effectivement, les gens du CAC 40 sont au MEDEF, mais il y a beaucoup plus de PME et de TPE au MEDEF que de CAC 40. On y reviendra justement pour parler des relations entre les corps sociaux, hein, entre les syndicats, les patrons, savoir un petit peu aussi comment on peut décloisonner tout ça et éviter l'opposition systématique. Mais donc sur le tissu entrepreneurial des Alpes-Maritimes, voilà, comment vous le présentez, comment vous le définiriez? Bon, aujourd'hui, localement, c'est vrai que c'est le tourisme qui est quand même l'industrie principale du département, suivi donc de près par le BTP, effectivement, et puis tout ce qui est service, hein, évidemment. Donc, vous le savez, on a eu cet attentat 14 juillet dernier, ce qui a compliqué, effectivement. Qui a porté un vrai coup. À tous les secteurs, hein, vous l'avez dit dans plusieurs interviews. Surtout au tourisme, au commerce. Aujourd'hui, alors il se relève un petit peu, aujourd'hui, ça commence à se relever. Le BTP, il y a une légère relance, effectivement, dans le bâtiment, moins dans les travaux publics, mais plus dans le bâtiment, mais qui va être à nouveau impacté par le fait qu'on se retrouve à nouveau avec des élections présidentielles et législatives qui vont se suivre les unes derrière les autres. Donc là, on a toujours un trou d'air dans le BTP à ce moment-là. Pour la commande publique qui ralentit. Voilà, hein, exactement, donc surtout les TP qui sont un peu plus impactés. Mais globalement, après le reste, effectivement, on a eu plusieurs fois des réunions avec le préfet où on a effectivement constaté qu'il y avait une légère relance. Voilà, c'est vrai, ça repart un petit peu quand même. Ce que vous sous-entendez, c'est que 2017, on a des motifs d'espoir quand même pour que l'activité se pérennise et surtout qu'elle évolue. Hein. C'est un petit peu l'objectif. Alors, on parlait d'emploi tout à l'heure. Quand vous avez pris vos fonctions, vous avez succédé à Yvan Grosso, hein, qui a été pendant un long moment à la tête de l'UPE. Vous avez pris la continuité et vous avez beaucoup insisté sur la formation. Qui aujourd'hui pour vous est une priorité. C'est toujours le cas, j'imagine. Vous souhaitez vraiment placer votre mandat sous le signe de la formation? Oui, exactement. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il faut vraiment qu'on trouve des jeunes qui soient employables. Et souvent, malheureusement, on s'aperçoit qu'il faut qu'on se les forme, que les entreprises les forment eux-mêmes pour les mettre dans le moule vraiment et qui suivent la formation idoine pour Il y a un décalage entre le système de formation et la réalité de l'entreprise. Oui. Et d'ailleurs, on s'en aperçoit parce qu'on a quand même un chômage qui grossit et on a du mal à vider ce chômage des gens qui sont en demande d'emploi. Et souvent, on repasse par des formations. Donc aujourd'hui, on va insister sur le fait que la formation, c'est vraiment la source pour l'entreprise qui va vraiment créer sa richesse. Donc il faut qu'elle passe par la formation. Donc aujourd'hui, on va essayer de mettre en place, de faire un état des lieux avec l'UPE, de voir un petit peu où est-ce que ça nous manque vraiment. Et ensuite, de faire des propositions à la région, à la chambre de commerce, de manière à mettre en place les formations qui sont nécessaires. Alors, vous savez que la chambre de commerce a un très beau projet, c'est le campus de l'apprentissage, dans lequel elle va investir plus de 80 millions. Donc, et qui va recevoir beaucoup d'apprentis et de jeunes à former. Et ça sera à l'UPE, effectivement, d'amener tous ces candidats et de remplir
ce campus. Donc l'apprentissage, est-ce que les formations du supérieur aussi doivent être plus en adéquation, je pense notamment aux ingénieurs, aux commerciaux qui sortent de BTS, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce. Est-ce que là aussi, il y a un chantier à mener ou des discussions en tout cas à avoir avec les responsables de la formation? Bien sûr, exactement. Toutes les filières sont concernées. On aura donc effectivement, on va insister sur l'apprentissage, mais aussi sur l'alternance. Donc aujourd'hui, de plus en plus d'ingénieurs se forment en alternance, des jeunes ingénieurs qui se forment en alternance. Donc effectivement, on va aller vers l'apprentissage, l'alternance de plus en plus dans toutes les filières, que ce soit des ingénieurs, au bac pro, CAP, etc. quoi. Et évidemment, l'UPE a toute sa place à prendre dans ce dispositif-là. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quand même une convergence entre vous, entre la Chambre de commerce et d'industrie, la région aussi, Oui. qui est au fait de ces questions-là. Vous avez parlé du grand campus, il y a l'Institut de formation au métier du nautisme du côté de Villefranche, Oui, il y a le CFA de Carrosse, il y a le CFA municipal à Cannes. Tous ces organismes-là doivent communiquer entre eux, échanger. Et vous avez votre part à prendre? Bien sûr, mais aujourd'hui c'est déjà le cas, c'est que tout le monde communique. Il y a aussi, vous n'avez pas cité, mais il y a aussi le CFA du BTP à Oui, tout Antibes. à fait, exactement. Donc, On en a oublié quelques-uns. voilà. Mais effectivement, tout le monde communique. Mais aujourd'hui, les entreprises qui en ont besoin, les entreprises, ce sont les adhérents, ceux qui ne sont pas adhérents non plus, mais ceux qui viennent de l'UPE, qui sont représentés à l'Union patronale. Mmh. Donc c'est avec nous, normalement, que passera donc la formation, obligatoirement. Alors, formation, union également, puisque, vous l'avez dit, on est un des 7 territoires français où la CGPME et le MEDEF, hein, Oui. pour qu'on comprenne bien, sont regroupés sous le même Même sigle, bannière. la même bannière, celle de l'UPE 06. Et vous souhaitez aussi vous rapprocher de l'UPA, qui, elle, est l'union pour les artisans. Hein, Oui. parce que, évidemment, l'artisanat, c'est quand même là aussi un secteur clé dans notre région. Où en est cette union? Où en sont les discussions? Est-ce que tout avance bien? Comment ça se passe? Bon, alors, d'abord, l'UPA aujourd'hui s'appelle l'U2P. Oui. Depuis peu, puisqu'ils se sont regroupés avec l'UNAPL, qui est l'Union des professions libérales. Donc l'UPA, c'est effectivement l'Union pour l'artisanat. Il faut savoir également que ce soit le MEDEF ou la CGPME, il y a des sections artisanales. On a aussi des artisans à la CGPME et au MEDEF. Effectivement, ce sont les 3 grands courants patronaux en France. Les 3 grandes organisations. En France, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'union d'UPE en France qui regroupe les 3 grandes marques. Aujourd'hui, c'est mon ambition, effectivement, de se retrouver tous sur la même bannière et d'avoir un seul interlocuteur pour les institutionnels ou pour les collectivités locales. Aujourd'hui, c'est possible, on se rapproche, on en discute. Ça va se faire sûrement en plusieurs étapes. Ça ne peut pas se faire d'un coup, mais il faut qu'on apprenne à se connaître. Pour vous, il y aura plus de cohérence, in fine, dans la gestion des actions au quotidien, dans la concertation? Ah oui. Localement, aujourd'hui, on a les mêmes préoccupations. Quand vous avez des problèmes pour vous déplacer entre Nice et Sophia Antipolis, que vous soyez artisan, Oui. chef d'entreprise ou technicien supérieur, de toute façon, vous avez le même problème. Vous avez une difficulté. Le coût du travail aussi. Voilà, le coût du travail. Tout. On a vraiment, si vous voulez, localement, on a les mêmes problématiques. Nationalement, on peut effectivement avoir des divergences, mais nous, on ne traite pas les problèmes nationaux. On s'en réfère directement à nos maisons mères à Paris, et puis c'est eux qui régleront le problème. Nous, ici, effectivement, on a des vrais problèmes locaux et qui nous concernent tous. Donc je pense qu'effectivement, on peut aller ensemble au combat, tous ensemble. Oui, tout à fait. Ça paraît aussi logique. Mais alors, une question se pose, et ça va revenir. On va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les rapports sociaux. Est-ce que finalement, ça ne serait pas centraliser le pouvoir patronal en une entité, ce qui créerait un nouveau rapport de force avec les salariés? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le problème. On a l'impression que vous êtes sans cesse opposés aux salariés. On a l'impression que quoi que vous disiez, les salariés s'opposent et vice-versa. Alors, moi, je pense c'est un peu l'image qu'on oui. a, surtout au niveau national. Voilà, c'est ça. Concède. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une image qui est en train de changer. Je pense que ça change. Il y a des nouvelles générations qui arrivent, autant dans le patronat que chez les salariés. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même... il faut que l'économie retrouve sa place, quoi. Et si l'économie retrouve sa place, ça sera bénéfique pour tout le monde.
Donc aujourd'hui, non, le fait de se regrouper, ce n'est pas pour s'opposer aux autres, au contraire. C'est pour pouvoir peser un peu plus auprès des collectivités locales et auprès des institutionnels. Et non pas spécialement contre les salariés. Vous savez qu'on exerce déjà 650 mandats à l'UPE. Mandats qui sont soit des mandats paritaires, soit consulaires, comme les chambres de commerce régionales ou les tribunaux de commerce, etc., etc. On a également les CPH, qu'on appelle les CPH, les conseils des prud'hommes. Et là, aujourd'hui, on n'aura plus d'élection, ça va être une désignation. C'est-à-dire que les salariés vont désigner le représentant au CPH et on va faire de même avec le patronat. Et là, on se met autour d'une table entre l'U2P, donc ancien UPA, la CGPME et le MEDEF. Et on désigne nos responsables qui vont être les conseillers prud'hommes à partir de 2018. Donc cette discussion, elle existe déjà. Si vous êtes réunis sur une seule bannière, c'est encore plus facile de désigner les gens. Voilà, on parlait de simplification tout à l'heure, ça va dans ce sens-là pour là, vous, ça va. c'est-à-dire que ça ira plus vite. Exactement. Et c'est vrai que c'est aussi un problème dans les tribunaux de commerce, au prud'homme. On l'a vu, les rentrées solennelles ont eu lieu. La préoccupation numéro une, hormis les moyens, c'est de réduire le délai. Le délai des procédures, le délai de la réponse judiciaire. C'est vrai que pour vous aussi, ça c'est quelque chose qui vient se rajouter à la complexité dans les prud'hommes, dans les tribunaux de commerce, cette complexité, j'allais dire, à avoir une réponse. Ça doit être un chantier aussi que vous regardez de près. Et ça passe par ce genre de simplification. C'est-à-dire que si vous êtes tous sous la même bannière, les discussions sont plus faciles, elles aboutissent beaucoup plus vite. Donc là, on va avoir tout ce qui est sécurité sociale. Donc toutes les désignations, toutes les élections. Voilà, parce que les organismes paritaires, évidemment, quand on négocie l'assurance chômage, quand on négocie les conditions de la sécurité sociale, voilà, il y a des représentants des salariés, du patronat. Ce qu'on appelle les représentations paritaires. Voilà, c'est la représentation paritaire, on l'explique pour ceux qui seraient un petit peu dans le flou avec ces notions-là, parce que c'est vrai que c'est pas simple, hein, c'est quand même un mode de fonctionnement assez particulier, assez complexe. Franco-français. Franco-français, non mais c'est vrai, où tout le monde est représenté. Voilà, et c'est ce qui parfois amène des discussions un petit peu compliquées parce que une voix égale une voix et tout le monde s'oppose un petit peu. Un mot de politique nationale, parce que vous l'avez dit, on est en période d'élection. Vous qui êtes issu du BTP, vous le savez. On va élire un nouveau président. C'est toujours un moment un peu délicat pour l'économie parce que tout se fige un petit peu. On attend de savoir qui sera l'élu, quel programme il va porter. Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, est clairement entré dans la campagne, c'est-à-dire qu'il joue un rôle de premier plan, il intervient auprès des candidats, il les reçoit, il a des rendez-vous, il est même allé jusqu'à recevoir Marine Le Pen, ce qui a fait un petit, pas buzz, mais en tout cas on en a beaucoup parlé, fallait-il ou pas, ce ne sera pas ma question, mais pour vous c'est essentiel que le MEDEF en l'occurrence participe à ces discussions, montre qu'il est présent et qu'il essaye aussi d'imposer ces thèmes de campagne auprès de tous les candidats, parce qu'on a l'impression qu'on est un petit peu face à notre dernière chance pour raccrocher le wagon de la prospérité. Alors, ce que je sais, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, le MEDEF ne prend parti pour personne. Ça, c'est très clair. Le MEDEF a énoncé plusieurs, dans son programme, a énoncé plusieurs axes. Et effectivement, le candidat qui se rapprochera le plus près risque d'avoir les voix des patrons, du moins des entrepreneurs, commerçants. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, Pierre Gattaz a taclé Benoît Hamon, il l'a qualifié d'idéologue absurde. Ça, c'était ce matin, parce qu'on enregistre cette émission donc dans la semaine. Évidemment, on imagine bien que le programme de Benoît Hamon, voilà, c'est pas vraiment le programme des patrons. Il va y avoir un choix entre Macron, Fillon, peut-être Valls si c'est lui qui sort de la primaire. Mais a priori ce sera plutôt Benoît Hamon. Je veux dire, par là qu'il va falloir regarder ça de près et peut-être que les syndicats patronaux vont avoir aussi à mettre leur grain de sel pour amener des thèmes. La simplification du travail, la simplification du code du travail, la baisse des charges, le coût du travail. Tout ça, c'est des thèmes qui seront centraux, j'imagine, durant la campagne. Bien sûr, c'est ce que je vous disais, c'est toutes ces réformes, ces trois grandes réformes qu'il faut mener. Le candidat qui se rapprochera le plus, je pense, remportera les voix effectivement des commerçants, des entrepreneurs.
Et donc c'est le candidat qui débloquera le marché du travail, si on est clair. Qui essaiera de le faire en tout cas. Voilà, il faut vraiment remettre l'économie au centre du problème. L'économie, c'est celle qui crée la richesse, c'est celle qui permet de faire du social derrière. Thatcher disait le social s'arrête quand les autres n'ont plus d'argent. Ouais, bon. Thatcher qui n'est pas le modèle pour tout le monde. Mais vous pouvez faire du social quand vous êtes un pays qui produit de la richesse. Alors, justement, pour produire de la richesse, il y a un autre dossier, et on va terminer avec ça, qui est important, c'est celui du transport dans notre région, parce qu'on le sait, on est vraiment un nœud, hein, c'est saturé. On a beaucoup de mal à aller à Sophia Antipolis, par exemple. C'est en train de se désenclaver. Et il y a un dossier, c'est celui de la ligne nouvelle, qui est maintenant quasiment débloqué, qui va se faire, puisque les travaux vont débuter. Vous avez plaidé pour que ça se fasse très vite, parce que vous avez besoin qu'on débloque, qu'on dédensifie les routes et qu'on puisse accéder facilement au centre névralgique, Sophia Antipolis, la Plaine du Var, les zones industrielles à Carrosse, à Cannes. Voilà, c'est quelque chose de très important. Ah oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, dernièrement, on a eu la première rencontre économique qu'on a fait avec le sénateur maire de Cannes-sur-Mer, où j'ai évoqué quelques chiffres vraiment qui sont très parlants. Sachez que l'autoroute concédée en France, le tronçon sur ces autoroutes concédées, le plus fréquenté, c'est le pont du Var. C'est entre Saint-Laurent et Saint-Augustin, 140 000 véhicules jour. Oui, puis on le voit, hein, quand on prend l'autoroute le matin, voilà. Ça saute aux yeux. Entre Cannes et Saint-Laurent, c'est 136 000 véhicules jour. Il faut savoir, encore un titre de comparaison, Nice Nord, Nice Est, c'est 67 000 véhicules. Vous voyez un petit peu. Donc c'est plus du double. C'est plus du double. Le taux d'encombrement, entre 2000 et 2014, il est passé de 5 000 heures-kilomètres à 28 000 heures-kilomètres. 445% d'augmentation du taux d'encombrement de l'autoroute. Donc il y a urgence, clairement. Et ça nuit à l'entreprise, évidemment. Il y a urgence, évidemment, parce que ça nuit au développement économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui veut s'installer, un étranger qui veut s'installer, il a du mal à venir s'installer à Sophia Antipolis parce que c'est très mal desservi, parce que c'est très compliqué d'aller travailler à Sophia. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse le nécessaire pour que cette LNF elle voie enfin le jour, mais vous savez que ce ne sera pas avant l'horizon 2030. Oui, c'est forcément, je me suis un peu emballé, mais... en 14 ans, on a déjà multiplié par 5 le taux d'encombrement. Ça promet d'être long, oui. Si la courbe est exponentielle, je vous laisse imaginer en 2030. Hein. Voilà, parce qu'on constate aussi ici qu'il n'y a pas de désaffection pour la voiture. Hein. Le transport en commun marche très bien, dans toutes les agglomérations. Tramway, BHNS à Cannes, BHNS à Cannes, Sophia. Là, la voie d'accès donc à Sophia, à la sortie de l'autoroute avec ce bus tram qui a été inauguré à Antibes, ce sont des mesures qui fonctionnent. Mais force est de constater qu'on est encore très accroché à la voiture dans le département. Oui, mais on a pris beaucoup de retard et aujourd'hui, ça sera très, très difficile à le combler. Alors je voudrais que, ça sera ma dernière question, qu'on parle de Tama, qui est votre entreprise, qui est une entreprise un peu particulière dans le monde des travaux publics, puisque indépendante. Vous êtes issu donc du BTP, qui est un secteur essentiel dans notre département. On l'a dit là encore, au moment des élections, évidemment, la commande publique est toujours un petit peu timorée. Aujourd'hui, est-ce que le BTP dépend toujours trop de la commande publique ? Alors, le bâtiment dépend à peu près à 25-30% de la commande publique, bon, ce qui n'est pas énorme. Ce qui est pas énorme, Par contre, le secteur des travaux publics, donc le secteur qui aménage, qui travaille sur les autoroutes, sur les aéroports, les ports, eux dépendent à 75% de la commande publique. Mais aujourd'hui, c'est pas pour moi, si vous voulez, quand on fait des investissements dans les infrastructures, ce n'est pas de la dépense publique, c'est de l'investissement. Vous créez le climat favorable pour que l'économie soit relancée. On revient à ce qu'on disait sur le transport, hein, finalement, puisque quand on met en place l'infrastructure, c'est un petit peu dans ce Bien sûr, sens-là. on favorise le monde économique. Alors l'entreprise Tama, c'est une entreprise qui a 52 ans, qui est une entreprise familiale. Moi, j'ai repris la suite de mon papa, qui avait créé cette société en 1964. Et j'ai repris, moi, les rênes en 1996. Voilà, donc elle se développe, elle rachète des petites sociétés par-ci, par-là. Et
on essaye un petit peu également de diversifier et de sortir un petit peu des travaux publics également. Voilà, c'est une belle entreprise prospère hein, du département, ce qui vous a amené donc à ces responsabilités et à prendre la suite d'Yvan Grosso, hein, qui a été aussi Très emblématique. très emblématique. Vous inscrivez dans la continuité, vous le Bien voyez, sûr. vous discutez avec lui Ah oui, beaucoup. oui, on se voit encore. On s'inscrit bien sûr dans la continuité. On a d'autres idées sur des nouveautés parce que le monde économique Ouais, évolue. évolue, bien sûr. Il y a le numérique, il y a plein de sujets qui n'étaient pas traités peut-être dans les 6 précédentes années, mais parce que ce n'était pas au goût du jour. Voilà, Aujourd'hui, on s'adapte. la transition numérique, ça fait Voilà. partie aussi des grands chantiers qu'il va falloir Tout mener à fait, à bien. on est dessus. Vous êtes dessus et la France a les capacités, les ingénieurs, les compétences, mais toujours un peu en retard. On ne sait pas bien pourquoi. On n'arrive pas à rattraper On reste train. dans le monde du numérique, on reste quand Ouais, même on est leader bien. en Europe. On est bien, c'est vrai, on est bien. Et effectivement, si les choses se débloquent, les nœuds arrivent à se desserrer. On arrive un petit peu à simplifier. Voilà, exactement. Merci beaucoup en tout cas Philippe Renaudie d'être venu vous sur le remercie. plateau de Face à Face. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union pour l'entreprise dans les Alpes-Maritimes. Vous pouvez revoir cet entretien, vous le savez, sur notre site internet, le www.azur-tv.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Face à Face. Normalement, notre invité sera Éric Nolot. À la semaine prochaine.